raconte. Christophe Ondelatte. Voici une enquête criminelle de 2009 dans le Cher, dans le Berry. Un double assassinat assez monstrueux, vous verrez, puisque les deux victimes qui s'appellent Luc Amblard et Guy Bordenave ont été enterrés vivants, pour un motif, vous verrez, assez futile. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le juge d'instruction qui a dirigé cette enquête, Paul-Édouard Laloy, qui est aujourd'hui vice-procureur de Nevers. J'ai écrit ce récit avec Thomas Audouard, la réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le mardi 10 mars 2009, à 9h30 du matin, une certaine Marie-Laure Bordenave appelle les gendarmes du Cher, dans le Berry. C'est-à-dire que voilà, je suis sans nouvelles de mon frère, Guy Bordenave, et de son compagnon qui vit avec lui, qui s'appelle Luc Amblard. A-M-B-L-A-R-D. D'habitude, j'ai mon frère tous les jours au téléphone, et là, ça fait 3 jours, et il répond pas, et son copain non plus, quoi. Bon, très bien, madame, très bien. On va envoyer une patrouille. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils habitent exactement ? Ils habitent à Couy. C-O-U-Y. Couy, c'est un petit village de 350 habitants à 35 km de Bourg. 2 gendarmes arrivent sur place. Un petit pavillon. Tous les volets sont clos. Ils font le tour. Ah, il y a une porte-fenêtre ouverte à l'arrière. Alors ils toquent à la vitre. Pas de réponse. Alors ils vont à l'avant et ils sonnent à la porte. Pas de réponse non plus. Alors ils rentrent. Le chauffage est allumé, donc il y a sans doute quelqu'un. Et d'ailleurs dans la cuisine, il y a des tartines sur le plan de travail, et dans l'évier, les bols du petit déjeuner, et des verres, dont un verre cassé, et à côté, une bouteille de whisky vide. À part ça, la maison est en ordre. Je pense pas qu'il y ait eu de cambriolage, hein. T'as vu, il y a encore l'écran plat qui est là, et puis il y a des ordinateurs, hein. En revanche, dans la chambre, les 2 gendarmes remarquent tout de suite des traces de sang sur un oreiller. J'ai pas dit une mare de sang, hein. J'ai dit des traces, juste des traces, 2 ou 3 petites taches, qui peuvent très bien venir d'un saignement de nez ou d'un bouton qui a saigné. Mais dans le contexte, disons que c'est inquiétant. Dans la chambre, toujours, il y a 2 cendriers qui débordent de mégots. L'un est posé sur l'une des tables de nuit, et l'autre est posé par terre. Les gendarmes continuent leur exploration, dans le jardin. Rien de suspect. Il y a une voiture, une Mercedes qui est dans le garage, au fond. Et à ce moment-là, arrive justement la sœur qui les a alertés. Oh la voiture garée dans le garage, moi je trouve que c'est inquiétant, parce que c'est pas habituel du tout. Mon beau-frère, Luc, il utilise sa voiture 10 fois par jour. Alors en général, il la laisse dans la rue. D'accord, mais bon, faut-il pour autant s'inquiéter ? Marie-Laure Bordenave continue de penser que oui. Il serait jamais parti sans me donner de nouvelles. Enfin, je suis vraiment proche de mon frère, vous voyez, on s'appelle, je sais pas moi, 3 ou 4 fois par jour. Et là, plus rien depuis 3 jours. Non, je vous dis, c'est vraiment inquiétant. Bon. Eh bien, rendons-nous à l'évidence. Guy Bordenave, 39 ans, et Luc Amblard, son compagnon de 56 ans, ont disparu. Et donc, une enquête de voisinage commence. Je vous l'ai dit, c'est pas grand, oui. 350 habitants. Qui a vu Guy et Luc ces derniers jours ? Et quand ? Les gendarmes commencent par aller dans le seul commerce du Patelin, une épicerie bar tabac. Ah, j'ai vu Guy Bordenave. Oui, je l'ai vu samedi. Il est venu comme tous les jours acheter son pain et puis son paquet de cigarettes, quoi. Samedi, c'était il y a 3 jours. Et le même jour, les 2 ont déjeuné avec la sœur de Guy, Marie-Laure, celle qui a prévenu les gendarmes. On a déjeuné avec des amis à eux, dont ils sont assez proches, les Fernandez, et on s'est quitté vers les 4 heures. Mais le même jour, le samedi, Jean-Claude, un voisin, est passé devant chez eux en fin d'après-midi. Je suis passé en camion. Il doit être dans les 6h30, quoi. Et c'était allumé. Et par la baie vitrée, j'ai vu Guy et Luc dans le canapé.
Et avec eux, il y avait 2 hommes. Je les ai vus que de dos. Il y en a un qui était debout et l'autre qui était assis. Un autre voisin, leur plus proche voisin, raconte que samedi soir, il est sorti et que quand il est rentré vers 2h du matin, quelque chose l'a intrigué. Le volet roulant. Et il était descendu. Mais on voyait de la lumière derrière. C'était allumé, quoi. Et j'ai trouvé ça bizarre parce qu'en général, il se couche tôt. Et il y avait une camionnette qui était garée devant. Ah, ça, c'est intéressant, monsieur. Quelle marque, vous vous en souvenez? Ouais. C'était un Master. Un Renault Master blanc. Et en même temps, depuis 15 jours, il y avait 2 ouvriers qui faisaient des travaux chez eux, d'après ce que je sais. C'était peut-être leur camionnette. Des ouvriers? À 2h du matin, un samedi soir? Moi. Bon, au cas où les gendarmes vont voir ces ouvriers, ils ne sont pas venus chez Luc et Guy samedi. On leur fait par sécurité un prélèvement ADN. Voilà, ouvrez bien la bouche, là. Je vais juste frotter ce coton-tige contre l'intérieur de votre joue, hein. Voilà, c'est fini. Et on les relâche. Alors qu'est-ce qu'on sait de ce couple? Luc Amblard et Guy Bordenave. Ils vivent ensemble depuis 15 ans. Ils se sont fait construire récemment cette grande maison de 200 mètres carrés. Et leur métier est intéressant. Ils sont organisateurs de spectacles. Ils ont une boîte qui s'appelle Bourges Gala. Un peu producteur, un peu agent d'artistes. Ils montent des spectacles de musique, de danse, de théâtre, et ils les vendent. Et ça marche bien, semble-t-il. Et d'après ce que disent les gens, Luc était assez fier de sa réussite. Luc, il disait toujours qu'il avait un compte en Suisse, qu'il planquait des lingots d'or sous son lit. Moi, je sais pas trop si c'est vrai. Les gens disent que Luc parlait tout le temps d'argent. C'est une piste, ça. Mais est-ce que c'est vrai qu'ils étaient riches? Eh ben non. À y regarder de plus près, Luc Amblard, qui était le gérant, a été condamné pour escroquerie. Et sa comptable explique le contexte aux gendarmes. Luc, c'est pas trop un bon gestionnaire, hein. C'est plutôt du genre à confondre chiffre d'affaires et bénéfices, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je dois vous dire qu'il y a des fois, on peine à payer les factures, hein. En fouillant dans la comptabilité, les gendarmes en découvrent une bien bonne. En tant qu'organisateur de spectacle, Luc et Guy employaient ce qu'on appelle des intermittents, c'est-à-dire des gens payés à la journée. Et je ne sais pas si vous savez, mais pour avoir le droit de toucher des assédiques les jours où ils ne travaillent pas, les intermittents doivent faire un minimum d'heures. Eh bien, Luc a pour habitude de faire de faux cachets à des copains intermittents pour qu'ils fassent leurs heures. C'est tout simplement une escroquerie aux assédiques. Et par ailleurs, Luc Amblard, encore lui, aime flamber au casino. Ça ouvre des pistes, tout ça. À part ça, il y a un problème avec les téléphones. Chez Luc et Guy, on a retrouvé 2 téléphones. Mais ils en avaient 4. Donc 2 mobiles ont disparu. Les gendarmes vérifient. Voyons. Ah, ces 2 mobiles sont restés inactifs. Ils sont éteints depuis samedi. Et leur compte bancaire, alors? Ah, intéressant ça. L'une de leurs cartes bleues a été utilisée depuis leur disparition. Le dimanche soir, 2 retraits à Paris. L'un de 400 € et l'autre de 500. Et il y a eu une 3e tentative, mais là, la carte a été avalée. Malheureusement, les distributeurs utilisés n'ont pas de caméra de surveillance. Là-dessus, la sœur de Guy Bordenave, encore elle, met les gendarmes sur une piste. Il faut que je vous dise quelque chose. Lundi soir, mon ex, Claude, mon ex, on continue de se voir en vérité, mais en principe on est séparés, bref. Lundi soir, Claude, il est passé à la maison. Et à un moment, il a fait tomber une carte bleue de sa poche. Eh ben, je suis sûr d'avoir vu que c'était une carte au nom de Bourges Gala.
Et vous le lui avez fait remarquer? Oui. Il m'a dit que j'avais mal vu. Mais moi, je suis sûr que non. Ça, c'est une piste sérieuse. Et donc, dès le lendemain, le fameux Claude Juillet, 52 ans, est placé en garde à vue. Vous avez fait quoi, monsieur Juillet, dans la nuit de samedi à dimanche dernier? Je suis resté chez moi. J'ai regardé un DVD. Je n'ai pas bougé. Votre ex-compagne, monsieur, affirme qu'elle vous a vu en possession d'une carte bancaire de la société Bourges Gala. C'est n'importe quoi, ça. Elle a mal vu, c'est tout. La garde à vue est accompagnée d'une perquisition, chez lui. Dites-moi, monsieur, c'est quoi tout ça? Les gendarmes viennent de tomber sur des fusils de chasse, des revolvers, des pistolets et une arbalète. Oh, ça c'est rien. C'est une collection, c'est de la déco, quoi. Je m'en sers jamais, moi, de ces armes. C'est peut-être la vérité, ou pas. Parce que figurez-vous que dans sa cour est garé un Renault Master blanc. Et par ailleurs, l'oiseau a un petit pédigré, comme on dit, au fichier. Il a fait de la tôle, 8 ans pour braquage. C'était il y a longtemps, c'était il y a 30 ans, mais il est pas net, ce Claude Juillet. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, comme beaucoup d'anciens taulards, c'est un dur à cuire, et donc les gendarmes comprennent qu'ils ne pourront rien en tirer de plus maintenant. Inutile de cramer du temps de garde à vue pour rien. Ils le laissent rentrer chez lui, sans le perdre de vue. Ça va de soi. 5 jours après la disparition du couple, la mairie de Bouleret, à 50 km de Couy, alerte les gendarmes. Dites-moi, on a retrouvé le permis de conduire de Guy Bordenave dans le village. Déchiré en miettes, complètement déchiré, mais on a pu reconstituer le puzzle et voilà, on voulait vous prévenir, quoi. Ça sent pas bon, ça. À ce moment-là, le procureur se dit c'est du sérieux. Au minimum, ils ont été enlevés, ils sont séquestrés quelque part, au minimum. Et donc, il confie l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Bourges. En garde à vue, Claude Juillet a dit que le week-end dernier, le week-end de la disparition des deux, il avait la garde de sa fille. Vérifions auprès de la petite. Oui, j'étais chez mon père ce week-end. Vous êtes arrivé quand? Samedi matin. Et quand je suis arrivé, il y avait un copain à lui. Ah bon? Et tu sais comment il s'appelle, ce copain? Oui, il s'appelle Christophe. C'est précieux, tout ça. Et c'est pas fini. Et dis-moi, il est resté tout le week-end, ce Christophe? J'en sais rien parce que j'ai pas dormi chez papa samedi soir. Il m'a amené chez Marie-Laure, son ex. Et il est revenu me chercher que dimanche matin, quoi. Passionnant, tout ça. Il avait bien la garde de sa fille, mais le soir de la disparition, il s'en est débarrassé. Et vous noterez que Claude Juillet a omis de raconter cet épisode aux gendarmes. Et d'ailleurs, Marie-Laure, son ex aussi. Alors le Christophe en question, il est vite identifié, c'est Christophe Rayet, 36 ans. Il habite dans les Landes, pas loin de Bayonne, à Saint-Vincent de Tyros. La gamine a dit autre chose aux gendarmes. Elle a dit qu'à la fin du week-end, le copain Christophe a accompagné son père à Paris. Or, c'est à Paris qu'ont été faits les fameux retraits bancaires postérieurs à la disparition de Luc et Guy. Les taux se resserrent, monsieur Juillet. Les taux se resserrent. Évidemment, les gendarmes foncent dans les Landes et ils interpellent Christophe Rayet. Au début, il dit qu'il n'était pas chez Claude Juillet le week-end dernier. Et puis, je veux bien reconnaître que j'y étais. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a bu des bières, quoi. Combien de bières? Au moins 6.
Moi, j'étais complètement bourré. Et après, on a regardé des DVD. Rien de plus à en tirer. Il est remis en liberté. Mais avant, prélèvement ADN. On lui passe le coton-tige magique sur la joue. Et au revoir, monsieur. Une semaine après la disparition de Guy Bordenave et Luc Amblard, 2 habitants de Charentonnet, qui est un village à 5 km de Couy, découvrent chacun une taie d'oreiller ensanglantée. Le premier, l'idiot, la passe à la javel, mais le second, qui a dû regarder les experts à la télé, veille au contraire à ne pas la manipuler. Le même jour, toujours à Charentonnet, les gendarmes ramassent un sac plastique dans un fossé qui contient un pot de yaourt, vide, une petite cuillère, des feuilles de sopalin usagées, un cendrier en métal gris et des mégots de cigarettes. Tout ça est montré à la femme de ménage du couple. « Oh ben le cendrier et la cuillère, je les reconnais, hein. C'est à eux, hein. » Si le cendrier est à eux, alors la taie d'oreiller aussi. Et s'il y a du sang sur la taie d'oreiller, c'est que, sans doute, ils sont morts. Et ça se confirme quand l'éthique passe la maison de Guy et Luc au Blue Star. Le produit révèle 2 mares de sang, une dans le séjour près de la cheminée et l'autre en bas de l'escalier. On les a tués là, c'est certain. « 50 gendarmes avec des chiens et des hélicoptères et des plongeurs ratissent les environs. En vain. Là-dessus, le gérant d'une station de lavage contacte les gendarmes. « Bah, c'était le 8 mars. Il y avait 2 gars, là. Et il y en a un qui nettoyait à fond sa camionnette, une Renault Master blanc. Mais à fond, hein. Dedans, dehors. Et puis l'autre, il était à côté, il roupillait. Il pionçait sur un tas de bois. Et il avait l'air complètement sonne. Vous n'auriez pas relevé le numéro d'immatriculation par hasard? Si, justement. Bingo! C'est la camionnette de Claude Juillet. Les gendarmes montrent un album de 50 photos aux témoins. Ils désignent tout de suite Claude Juillet et Christophe Rayet. Les taux se resserrent, les gars. Les taux se resserrent. Méfiez-vous. Vous venez d'être placé sur écoute. Le 31 mars, c'est-à-dire 3 semaines après la disparition de Luc et Guy, les analyses génétiques tombent. Petit 1. On a retrouvé l'ADN de Juillet et Rayet dans la maison des disparus. Petit 2. Chez Claude Juillet, sur un serflex au fond d'une poubelle, on a identifié l'ADN des disparus. Petit 3. Sur les objets retrouvés dans le sac plastique, la cuillère, le cendrier, le sopalin, on trouve les ADN mélangés des suspects et des disparus. Enfin, petit 4, sur la taie d'oreiller ensanglantée, c'est l'ADN de Luc Amblard. La cause est entendue, n'est-ce pas? Le juge d'instruction ordonne aux gendarmes de placer en garde à vue Claude Juillet, Christophe Rayet et Marie-Laure Bordenave, la sœur de Guy Bordenave, la plus ou moins compagne de Juillet, parce que elle n'est pas nette non plus. Elle a caché des choses aux gendarmes depuis le début. Mais bon, je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas inquiétée. Alors ne perdons pas de temps avec elle. Concentrons-nous sur nos 2 bonhommes. Claude Juillet, je vous l'ai dit, c'est un coriace. Il veut bien reconnaître que oui, il a passé le week-end avec son copain Christophe, que oui, il a lavé sa camionnette le dimanche matin, mais alors, il n'est pour rien dans la disparition d'Amblard et Bordenave. Christophe Rayet, en revanche, c'est le maillon faible. Il est interrogé chez lui à Saint-Vincent-de-Tyrosse, près de Bayonne. Au début, il se lance dans un improbable mensonge. Il a vu un homme aider Claude Juillet à charger des pelles et des fusils dans la camionnette. Un homme. Et puis assez vite. Bon, je veux bien reconnaître que cet homme, c'était moi. Bien. Bon début. Poursuivez, monsieur Rayet. On est allé à Couy chez Luc Amblard et Guy Bordenave. Et Claude, il m'a dit qu'il lui devait de l'argent. Il voulait leur mettre un coup de pression, quoi. Et
puis voilà, ça a dégénéré. Claude, il est allé au camion. Il est revenu avec un fusil. Il a balancé un coup de crosse en Amblard à l'arcade sourcilière. Il pissait le sang. Et puis après, on les a attachés avec du Serflex. Bon, après, moi, je me suis endormi. Et Claude, que je m'endorme, ça l'a mis en rogne. Alors après, il les a fait monter dans le camion. On a roulé vers la Loire et je sais pas, vers 6 heures du matin. Il faisait encore nuit en tout cas. On est arrivé dans une ville avec un grand parking, je me souviens. Et il y avait un pont aussi en pierre. Et Claude, il m'a déposé là et il est reparti tout seul avec les deux autres. Après ce qui s'est passé, je sais pas, j'y étais pas. Et vous êtes rentré comment? Mais Claude, il est venu me rechercher 1 heure après. Il m'a dit qu'il les avait abandonnés dans un bois et que les deux autres avaient promis de pas nous dénoncer, quoi. Mouais. À vérifier tout ça, il se donne le beau rôle. Mais le village dont il parle, avec le pont de pierre, ça pourrait être la Charité-sur-Loire. Les corps sont peut-être dans ce coin-là. Réinterrogé dans la foulée, Claude Juillet ne confirme rien. Il maintient qu'il est blanc comme neige. C'est un coriace, je vous l'ai dit. Quoi qu'il en soit, les 2 hommes sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Et ce soir, ils vont dormir à la maison d'arrêt de Bourges. Mais dans cette affaire, le juge va bénéficier d'un petit coup de pouce. Car en prison, Christophe Rayé commet l'imprudence de raconter ce qui s'est vraiment passé au détenu avec lequel il partage sa cellule. Le naïf. Et l'autre, pour se faire bien voir sans doute, balance tout, par lettre, au procureur. Il m'a dit que Luc Amblard et Guy Bordenave avaient été tués à coups de fusil, et les corps enterrés sur les berges de la Loire, pas loin d'un supermarché Auchan, avec leur téléphone portable. Du coup, le juge fait revenir Juillet dans son bureau, et il lui lit la lettre. Alors au début, vous connaissez Juillet, ça ne déclenche rien. Et puis le juge, assez psychologue, trouve une porte d'entrée. Dites-moi, monsieur Juillet, qui sont pour vous Luc Amblard et Guy Bordenave? Ils étaient mon beau-frère et son ami, quoi. Pourquoi est-ce que vous parlez d'eux au passé? Parce qu'ils sont morts. Et là, Juillet déballe tout. On les a enterrés près de la Loire. Enterrés vivants, je précise. Vivants, dites-vous? Ouais, vivants. C'est pas vrai qu'on les a tués à coups de fusil. Mais quand vous dites « on », c'est qui? Christophe Rayé et moi, quoi. Il était là, d'un bout à l'autre. Et le 4 juin, c'est-à-dire 3 mois après la disparition du couple, Claude Juillet accepte d'amener les gendarmes sur place. C'est là. Et un chien renifleur de cadavres confirme. Alors on creuse, et assez vite les cadavres apparaissent. Et l'image est stupéfiante. Les 2 hommes sont assis face à face. Ils sont bâillonnés et ils ont les mains attachées à l'avant du corps. S'ils les ont vraiment enterrés vivants, Luc et Guy ont dû voir tomber chaque pelletée de terre jusqu'à étouffer. Et l'autopsie confirme, il n'y a pas de balles dans le corps et dans leurs poumons il y a du sable. Alors il n'est pas exclu que Luc Amblard, qui était obèse et diabétique, soit mort d'un arrêt cardiaque avant les pelletées de terre. Mais Guy Bordenave, c'est sûr, il a été enterré vivant.
Et le pire, c'est que cette fosse très profonde, dans laquelle on a retrouvé les deux cadavres assis, Claude Juillet avoue qu'il l'a creusée 5 jours avant. C'était prémédité. C'est un double assassinat. Et le mobile, alors? Parce qu'il faut une putain de rage pour enterrer 2 hommes vivants comme ça, bâillonnés, les mains attachées. Juillet dit que c'est passionnel. J'étais très malheureux, quoi. Quand Marie-Laure, Bordenave, m'a quitté. Et c'est de leur faute, quoi. C'est eux qui l'ont remonté contre moi. Tout ça pour ça. Les experts psychiatres diront que Juillet est vaniteux, avec des tendances paranoïaques, et qu'il est psychiquement rigide. Alors est-ce qu'il y a un traumatisme qui pourrait expliquer ça? Eh ben non. Une enfance a priori heureuse et banale. On ne comprend pas bien déjà pourquoi, à 22 ans, il s'est lancé dans des braquages. Et quand il est sorti de prison, il a rencontré une femme, ils ont eu une petite fille, elle l'a quitté, il aurait voulu garder la petite fille, il n'a pas obtenu la garde. Et c'est là qu'il est tombé sur Luc Amblard, qui, brave homme, lui a proposé de travailler pour Bourges Gala. Et c'est là qu'il a rencontré Marie-Laure, la sœur de Guy Bordenave, jusqu'à ce que la relation se dégrade sans se rompre totalement. Et Christophe Rayet, alors? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère? Lui, il a eu vraiment une enfance fracassée. Il a été abandonné par ses parents à l'âge de 5 ans, placé à la DAS. Il est dépressif depuis toujours, alcoolique. Et lui aussi, sa femme était sur le point de le quitter. Christophe Rayet, c'est un faible. L'autre est pour lui une sorte de père, un mentor. Et jusqu'au bout de l'instruction, il dira qu'il n'était pas là au moment où Luc et Guy ont été enterrés vivants. En avril 2010, 1 an après le crime, le juge organise une reconstitution sur place en présence des 2 hommes. Les gendarmes sont venus avec 2 mannequins. Ils creusent un trou et Claude Juillet donne tous les détails. Alors, monsieur Juillet, bon, expliquez-moi, qui a rebouché le trou? Mais c'est pas moi, hein. C'est Christophe Rayet qui a bouché le trou. Et vous, monsieur Rayet, vous en dites quoi? Il ment, j'étais pas là, moi. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Cher à Bourges en septembre 2011. C'est un procès assez suivi parce que derrière, il y a la suspicion d'un crime homophobe. Ça, c'est le travers de l'époque, hein. Quand on tue des homosexuels, c'est forcément homophobe. Et quand on tue des hétéros, c'est hétérophobe. Fadès, tout ça. Ce crime n'est pas homophobe. Le mobile, Claude Juillet l'explique très bien quand il est interrogé. Je les ai tués parce qu'ils prenaient trop de place dans la vie de Marie-Laure, quoi. Et moi, Marie-Laure, je l'aimais, quoi. Et là, il se tourne vers Marie-Laure. Il nous embêtait, hein, Marie-Laure. Et toi, bien, tu voulais pas choisir, quoi. Mais si, je t'avais choisi. Toi, Claude, toi. Et là, Claude Juillet laisse entrevoir un peu d'émotion. Pour la première fois, il apparaît moins froid. Mais sa froideur reprend toute sa place quand le président l'interroge. Vous pensiez à quoi, monsieur Juillet, au moment où vous recouvrez ces corps? Je pensais à rien. Ils ont souffert, selon vous? Je sais pas. Je les ai pas regardés. Quant à Christophe Rayet, il explique que lui aurait préféré qu'on les tue par balle. Mais Claude, il n'a pas voulu. Il disait que ça ferait trop de bruit. Après 4 jours d'audience, l'avocat général réclame la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté pour Juillet, et 30 ans de réclusion criminelle contre Christophe Rayet. Mais à la fin, les jurés les mettent à égalité.
Il les condamne tous les deux à 30 ans de réclusion criminelle. Et aucun d'eux ne fait appel. Et pour débriefer cette histoire, j'ai la chance d'avoir avec moi Paul-Édouard Laloy. Vous étiez à l'époque le juge d'instruction qui a dirigé toute cette enquête. Alors c'est très intéressant. Ce verdict qu'il émet à égalité, est-ce que ça colle avec l'idée que vous vous êtes faite du dossier ? Non, ça colle pas. C'est un verdict qui est, à mon sens, surprenant. Alors, qui est pas motivé à l'époque dans le sens où on n'a pas d'explication qui est fournie par la cour d'assises sur ce qui va conduire à ne pas faire cette distinction, alors que le sentiment que j'ai eu tout au long des investigations et à l'issue de l'instruction, c'est qu'il y avait véritablement deux rôles totalement distincts, avec un rôle prépondérant de Claude Juillet, qui était en quelque sorte le cerveau, qui avait effectivement prémédité toute cette action et qui a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ce qui va effectivement être plusieurs jours assez macabre, puisqu'il se passe effectivement plusieurs jours entre le moment du repérage, le moment où la fosse est creusée et le moment où il passe à l'acte pour mettre fin au jour des victimes. Et cette personne, c'est Christophe Rayet, qu'il connaît depuis un bon paquet d'années, dont il connaît la personnalité, qui est quelqu'un effectivement de beaucoup plus faible psychologiquement, et sur lequel il a un ressort, qui est le ressort de l'argent. Outre le ressort affectif dont il sait se servir pour suffisamment le manipuler, faire en sorte qu'il soit à ses côtés jusqu'au bout. Donc moi, mon sentiment effectivement, c'est qu'il y a eu deux rôles totalement distincts. Les deux participent, en tout cas c'est la conviction que j'ai à la fin de l'instruction, après avoir fait de multiples vérifications face aux dénégations de Christophe Rayet. Il y a bien deux rôles distincts. Ils participent Rayet factuellement. Est au bord du trou, hein. Voilà, Rayet est en quelque sorte au bord du trou, au sens propre comme au sens figuré. Il y est, quoi qu'il n'ait jamais voulu l'avouer. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il paye à la fin, c'est de ne pas avoir dit la vérité, c'est-à-dire j'y étais. C'est peut-être ça, c'est peut-être effectivement le comportement de quelqu'un qui va rester muré dans ses dénégations pour ne pas peut-être s'avouer à lui-même l'horreur de l'action qu'il décide de suivre, qu'il n'a pas, imaginé au départ, mais qu'il a décidé de suivre, alors qu'à l'inverse, un Claude Juillet qui a eu ce dessein-là depuis le départ, on aurait pu imaginer effectivement, notamment compte tenu de ses antécédents judiciaires, que la cour d'assises soit enclin à suivre les réquisitions de l'avocat général en faisant effectivement une distinction entre les deux. C'est une de vos premières enquêtes, non, de juge d'instruction ? Oui, je prends mes fonctions à la sortie de l'École nationale de la magistrature en 2009, et donc effectivement c'est ma première grosse enquête criminelle. C'est lourd, hein, quand on est jeune. C'est lourd, on peut dire que c'est lourd. C'est lourd avec la crainte permanente, mais qui doit nous habiter tout au long de la carrière, mais je pense peut-être encore plus quand on démarre dans ces fonctions-là, de se tromper. La peur de se tromper avec les conséquences que cela va avoir, et je pense que c'est cette crainte-là qui fait que, voilà, on est parti au final pour 2 ans d'instruction, alors que ramené à l'échelle aux 6 premiers mois, il se passe énormément de choses, les choses évoluent beaucoup sur les 6 premiers mois de l'instruction, et pour autant, je pense que je vais occuper facilement 12 ou 15 mois à vérifier encore et toujours les explications de Christophe Rayet, parce que lorsque vous l'avez face à vous, Christophe Rayet, il est quasiment confondant d'honnêteté en apparence. C'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup d'émotions, et c'est quelqu'un qui est prolixe, qui apporte des explications, qui parle énormément, qui écrit énormément, qui va être capable de faire des schémas pour essayer de prouver sa bonne foi. Et c'est effectivement toutes ces interrogations que je vais avoir face à cet individu qui me paraît, quel est l'intérêt qu'il aurait à partir du moment où il sait qu'il est impliqué à mentir, si ce n'est effectivement ne pas s'avouer, ne pas vouloir s'avouer à lui-même l'importance du rôle qu'il a eu. Peut-être que s'il avait été honnête jusqu'au bout, le verdict de la cour d'assises aurait été différent le concernant. Moi, je suis resté sur le constat qu'il n'avait pas fait appel, et donc l'absence d'appel en quelque sorte signifiait un aveu de culpabilité à la fin. Monsieur Laloy, vous êtes donc présent au moment de la découverte des corps ligotés et bâillonnés, assis comme ça, face à face. Vous avez peu d'expérience à ce moment-là. C'est une scène qui vous a marqué, je suppose, oui. C'est une scène assez effroyable dans le sens où on ne s'attend pas à découvrir ce que l'on découvre. Lorsqu'on comprend qu'effectivement il y a bien des corps à l'endroit indiqué par Claude Juillet, on ne s'attend pas effectivement à
quasiment une mise en scène. Le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, on a 2 corps qui sont une fosse déjà avec des dimensions très importantes. Le trou est très profond pour qu'il soit assis. Hein. Ouais, le trou est très profond puisqu'il fait plus d'1 mètre de profondeur. On est sur des dimensions 2,30 m par 1,10 m de large. Donc on en déduit que nécessairement il a fallu du temps pour le creuser. Et donc on en revient à cette notion de préméditation. Effectivement, le trou c'était difficilement concevable qu'il ait pu être creusé le soir même, j'allais dire en la présence des victimes. Et ensuite, effectivement, l'action qui consiste à les faire descendre dans le trou, à les faire se positionner assis, face à face. Dont on comprend à ce moment-là, quand on découvre le positionnement des corps, on comprend qu'ils se sont tous les deux vus mourir. Pourquoi d'ailleurs cette mise en scène ? Est-ce que c'est... Alors, il n'y aura pas véritablement d'explication. Alors, aucune explication de Christophe Rayet, qui jusqu'au bout va nier avoir été présent à ce moment-là. Et de Claude Vuillet, pas véritablement d'explication. On est à chaque fois sur des explications très terre-à-terre, très matérielles. On creuse le trou, effectivement, pour des dimensions importantes pour qu'il puisse descendre dedans. Se poser évidemment la question de savoir si les victimes avaient pu réagir lorsque ils les font descendre dans le trou. Et la reconstitution va me permettre de constater qu'une fois qu'on est assis dans le trou, c'est qu'à moins d'avoir une forme physique vraiment éclatante, c'est très 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 difficile de se relever. Une fois qu'on est assis dans cette position, c'est très difficile de se relever. Très intéressant, il insiste, si j'ai bien compris devant vous, pour dire qu'ils ont été enterrés vivants. Est-ce que lui, il pense à ce moment-là que c'est une circonstance atténuante ? C'est-à-dire, je les ai pas tués puisqu'ils étaient vivants. Je ne sais pas. Est-ce que c'était le manque de courage de mettre fin à leur jour avec le fusil avec lequel ils étaient venus ? Est-ce que c'était une question simplement de facilité, ou est-ce que véritablement c'était une volonté d'aller un petit peu plus loin dans l'horreur qui aurait été muée par le sentiment de haine qu'il avait à ce moment-là ? C'est très difficile à imaginer. Lui-même n'a apporté aucune explication à ce sujet. Vous n'avez pas retenu d'ailleurs à ce sujet la barbarie, parce que pour le coup c'est ce qu'on appelle un acte de barbarie que d'enterrer des gens vivants. Alors sur l'analyse de la scène en elle-même, on pourrait le considérer. Ensuite, en jurisprudence, les actes de torture et de barbarie répondent à des éléments factuels qui sont un petit peu plus détaillés que cela. Véritablement, on aurait pu également finalement basculer sur une qualification également d'assassinat pour l'un et de complicité d'assassinat pour l'autre. On est resté jusqu'au bout sur cette qualification d'enlèvement, séquestration suivie de la mort. Juridiquement parlant, ça les faisait encourir la même peine. Donc ça ne changeait rien en termes de conséquences. Et matériellement parlant, vraiment, si on reprend la chronologie des événements, c'est véritablement comme ça que les choses se sont passées, c'est-à-dire d'abord une séquestration, puisqu'on a bien 2 temps. D'abord le temps de la séquestration au domicile, et puis le second temps qui consiste à les tuer, à les faire disparaître, mais effectivement dans des circonstances particulièrement horribles. Alors il y a un autre caractère aggravant que vous auriez pu retenir, c'était l'homophobie. Vous ne l'avez pas fait, semble-t-il, ça n'a pas fait débat. Non, ça n'a pas fait débat. Ça n'a pas fait débat, hormis la circonstance qu'effectivement les victimes étaient un couple d'hommes. Ça n'a pas fait débat dans le sens où à aucun moment ni les éléments qui vont d'abord s'interroger sur les raisons de leur disparition, ni ensuite les explications qui sont apportées par Christophe Rayet et puis Claude Vuillet ne vont nous conduire à aller sous cet angle-là. On comprend bien que dès le départ, Claude Vuillet connaissait particulièrement bien les victimes et comme lui le dit très rapidement, à partir du moment où il choisit d'avouer, il ne changera pas d'explication sur son mobile. On est sur le mobile passionnel. Moi, c'est en quelque sorte comme ça que je le qualifie à la fin de l'instruction. On est sur un mobile passionnel. Le couple Amblard-Bordenave était un obstacle à sa relation avec Marie-Laure Bordenave, et comme il le dit lui-même lors l'un de ses interrogatoires devant moi, en supprimant la cause, je supprimais les conséquences. Christophe Rayet, lui, on est sur un mobile purement financier à mon sens, et c'est ce qui le conduit sans doute à accepter de suivre. Il y a quelque chose qui reste un peu en l'air, je trouve, dans mon récit en tout cas, c'est le rôle de Marie-Laure Bordenave. Parce que, à un moment donné, on voit bien qu'elle dit des choses, c'est quand même elle qui les balance, mais elle dit pas tout. Elle dit pas, par exemple, tout de suite aux gendarmes qu'elle avait la garde de la gamine le soir de la disparition. Elle ne le dit pas tout de suite. Est-ce qu'elle n'imagine pas un instant à ce moment-là que
Claude Juillet puisse être impliqué. C'est en tout cas l'une des hypothèses que j'émets à la fin. Au tout début d'une enquête de cette nature, absolument toutes les portes sont ouvertes et il faut les refermer les unes après les autres. C'est pour ça qu'effectivement Marie-Laure Bordenave, en début de procédure, après va être placée en garde à vue. Parce qu'effectivement on se pose des questions, elle ne dit pas tout. Le sentiment que j'ai, Marie-Laure Bordenave, c'est la dernière personne que j'entends à la fin de l'instruction. On est vraiment quelques mois avant la clôture de la procédure. Véritablement, je pense qu'elle ne prend conscience que très tardivement de ce que presque d'un sentiment de culpabilité la concernant, c'est-à-dire le lien qu'elle avait avec Claude Juillet. Elle comprend que c'est ce lien-là et la personnalité de Claude Juillet qui est à l'origine de tout cela et qui va donner un angle d'ailleurs intéressant au procès d'assises, puisque c'est tout cet aspect-là qui va être notamment travaillé lors de l'audience pour essayer de comprendre ce qui a pu conduire Claude Juillet par rapport à cette relation qu'il avait avec Marie-Laure Bordenave à agir de la sorte. Je vous remercie infiniment, Monsieur Laloy, aujourd'hui vice-procureur de la République à Nevers, à l'époque juge d'instruction à Bourges, d'avoir accepté de revenir sur cette enquête tant d'années après. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.